Bonjour, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus dans une expérience que nous avons menée en Afrique du Sud sur des babouins qui exploitent un environnement périurbain et ça entre donc dans la thématique des conflits entre l'humain et la nature. Notre travail se base sur les principes de la théorie du fourragement qui prédit qu'un animal va fourrager dans l'objectif de maximiser l'énergie qu'il va pouvoir retirer des aliments. Dans un environnement périurbain, l'animal doit, faire un compromis entre les bénéfices à consommer de la nourriture d'origine anthropique avec les risques associés de se faire chasser, de se faire poursuivre, éventuellement de se faire tuer et ce compromis, il le fait vis-à-vis d'un environnement naturel où il va pouvoir consommer, ce qu'il consomme, dans un régime naturel. Les avantages de la nourriture anthropique sont qu'elle c'est une nourriture très attractive, très digeste, qu'on peut trouver, facilement dans les réfrigérateurs, dans les placards, dans les poubelles, tout au long de l'année et c'est sûr que ça a des avantages par rapport à la nourriture naturelle, qui va être moins riche en énergie, plus dispersée, qui va prendre plus de temps, à trouver. Donc les animaux, dans le cadre de la théorie du fourragement, vont choisir de fourrager sur la nourriture anthropique. Donc, si jamais on veut diminuer l'exploitation de l'environnement anthropique par les animaux, il va falloir développer des méthodes de management qui vont agir sur les bénéfices et surtout les risques associés au fourragement en milieu périurbain. Il y a plusieurs méthodes qui existent, que vous voyez listées ici, qui sont plus ou moins définitives pour les animaux et nous avons choisi de gérer l'accès aux déchets. C'est ce que nous avons appelé l'expérience d'assèchement, où nous avons, pendant un temps donné, asséché les poubelles de l'environnement périurbain que la troupe de babouins Chacma, une des 4 troupes de babouins Chacma du campus de la Nelson Mandela University à George, exploite. Et donc, nous avons retiré systématiquement les déchets des poubelles et surveiller, grâce à un assistant de terrain, qu'aucun déchet n'était disponible, même dans les poubelles publiques. Donc, cette expérience s'est déroulée entre février et juin 2018. Ici, vous avez le domaine vital, le home range des animaux, qui est sur le campus. Le campus ici est en vert. Et vous avez ici en noir les plantations de pins, la forêt, vous avez les pelouses et vous avez différentes zones que nous avons délimitées qui contiennent chacune des habitations puisque sur le campus des étudiants vivent et nous avons un nombre similaire d'habitations et donc de poubelles entre ces 4 différentes zones. Cette zone-là est assez particulière puisque c'est la zone où il y a les salles de cours, les salles de conférences et la cafétéria et les building research et les animaux sont très attirés par cette zone puisqu'il y a beaucoup de poubelles dues aux déchets des déjeuners. Vous avez des sites de sommeil, voilà. Nous avons délimité 4 périodes dans notre expérience. La première période, chacune faisait 3 semaines. La première période, on a juste évalué le comportement des babouins et le nombre de visites, le nombre d'actions sur l'ensemble du campus puisque Frédéric Mazuet, qui a mené l'étude, suivait les babouins du matin jusqu'au soir. Dans une deuxième période, on a asséché les poubelles de la zone D, qui était donc très attractive. Dans la période 3, nous avons asséché D, mais également B. Et enfin, en quatrième période, on revient à la normale avec des poubelles qui sont pleines et disponibles. Si on regarde les résultats et qu'on compare nos 4 périodes et qu'on mesure le nombre d'actions de visite des poubelles des habitations par jour pour les babouins, eh bien, on voit que par rapport à une période où il n'y a pas d'assèchement des poubelles, on a une diminution très significative du nombre de visites par jour par cette troupe de babouins. Donc, notre méthode semble tout à fait efficace. Si on regarde les conséquences que cet assèchement a eu sur le comportement des animaux en fonction de l'environnement qu'ils exploitent, on se rend compte que donc ils ont bien diminué leur accès, enfin leur visite dans le milieu urbain. Ici, ça veut dire tout ce qui est bâtiment. Et ils ont augmenté, en revanche, leur temps passé à fourrager en milieu naturel. Donc, ils ont clairement changé de stratégie de fourragement pour obtenir
leurs besoins, enfin pour atteindre leurs besoins énergétiques à la fin de la journée. Si on regarde plus particulièrement la différence entre la période 1 et la période 2, où il n'y avait que la zone D qui était asséchée, on se rend compte que c'est l'effet le plus important sur le changement de comportement des babouins, cette deuxième période. Et donc, on peut faire l'hypothèse que cette zone D permet aux animaux de décider, enfin, en tout cas qu'ils basent leur choix d'exploiter ou non le reste de l'environnement sur cette zone D, qui était la zone préférée des babouins. C'est la première qu'ils visitent au cours de la journée. Et donc, apparemment, quand celle-ci est vide, eh bien, plutôt que de continuer à explorer le reste de l'environnement urbain, eh bien, ils préfèrent aller en milieu naturel. Donc ça, c'est assez prometteur. Apparemment, on peut duper les animaux en ayant une zone préférée qui, elle, ne va plus être attractive en termes de déchets. Alors, en période 3, les animaux ont passé beaucoup de temps à la lisière de la forêt. Alors, pourquoi cette stratégie-là? Alors, ils sont un peu moins en milieu naturel, peut-être parce qu'il y a une déplétion des ressources par rapport à la saison, mais surtout, cette lisière de la forêt, elle leur permet à la fois de monitorer l'environnement urbain, et donc éventuellement d'assister à l'arrivée de quelqu'un avec des courses et pour pouvoir récupérer de l'alimentation d'origine anthropique, mais aussi de pouvoir fourrager en même temps au milieu naturel. Donc, en fin de compte, cette stratégie elle leur permet d'augmenter leurs chances de trouver la nourriture anthropique tout en continuant à s'alimenter. Et surtout, et ce qui fait ces différentes stratégies entre les visites en milieu périurbain et la zone de la lisière de la forêt, eh bien, on se rend compte que les femelles et les juvéniles, dès la deuxième période et aussi en troisième période, ont drastiquement diminué leur visite en milieu urbain, à l'inverse des mâles et des subadultes qui continuent. Et donc, c'est ces individus-là qu'on va trouver préférentiellement en milieu naturel ou à la lisière de la forêt. Cette stratégie, elle est très intéressante. Elle montre que le groupe peut rester cohésif malgré ces différentes stratégies de fourragement. Chacun va obtenir son énergie nécessaire à la fin de la journée, les uns en milieu urbain, les autres en milieu naturel, et ça permet de maintenir la cohésion du groupe. En tout cas, notre expérience, qu'on peut dire, c'est qu'elle correspond à ce que préconisait Kaplan et al. En 2011, c'est-à-dire pour une meilleure coexistence entre l'humain et la nature, réduire l'appel de l'environnement urbain en augmentant l'appel pour le milieu naturel. Ce travail a été mené en collaboration avec mes collègues d'Afrique du Sud, Chloé Gerbois de la Nelson Mandela University, d'Hervé Fritz du laboratoire de recherche internationale REAPS qu'il dirige. Et nous avons co-encadré pour cette étude Frédéric Mazuet de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous remercie pour votre attention.